Je pense que niveau lumière j'aurais pas mieux. L'hiver c'est pas top pour filmer. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan culturel de l'année. J'ai l'impression que je vais dire ça à chaque fois que je refais un concept de vidéo que j'ai fait l'année dernière du coup. Je suis vraiment pas très drôle. Il y a quand même pas mal de trucs à présenter donc on va pas s'attarder non plus. On va passer au vif du sujet. Tout d'abord on va parler des livres. Voici les 3 livres que j'ai lus. Je suis en train de crever. Non! Je viens de casser ça. J'y ai fait hyper attention tout le long, au moment du bilan culturel. Non mais c'est pas possible, je suis vraiment une quiche. Tout d'abord, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Édouard Louis. Oh my god, on l'avait pas vu venir ce mec. Mais c'est qui? J'en ai pas du tout parlé pendant 3 heures dans mon précédent bilan culturel que vous pourrez trouver juste ici. Édouard Louis, comme vous le savez, c'est devenu mon idole très vite. On sait pas ce qui s'est passé. C'est un mec from la petite campagne normande, une famille ouvrière, tout l'école normale supérieure et un embourgeoisement tapeur. From Eddie Bellegueule, tout Édouard Louis. Exemple parfait du transclasse qui a vraiment changé du tout au tout. Pour ceux qui ne connaissent pas les transclasses, les transfuges de classe, c'est simplement des personnes qui vont changer de classe sociale et qui vont du coup se retrouver en désaccord avec les valeurs ou les habitudes de leur classe d'appartenance initiale, qui du coup vont devoir s'adapter à une nouvelle classe sociale. Là je le fais très grossièrement, on n'est pas dans un cours de sociaux, mais c'est un peu important de comprendre ça si vous voulez lire Édouard Louis parce que c'est tout simplement son histoire, sa vie et le propos d'à peu près chacun de ses bouquins. Changer méthode, qui est le livre que j'ai acheté suite à Qui a tué Eddie Bellegueule, que j'ai adoré. En gros c'est la suite, c'est simplement la méthode et toutes les explications de ce qui l'ont amené à changer de classe, chercher des clés pour s'embourgeoiser parce que pour le coup c'est vraiment le livre de l'embourgeoisement par excellence. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre, c'est qu'en fait ça remet au centre l'influence des pères sur la socialisation des gens. S'il n'y avait que la famille, il aurait jamais pu entre guillemets s'élever parce qu'il aurait fait sûrement la même chose que ses parents, il se serait arrêté assez vite après les études et il aurait été travailler à l'usine comme son père sûrement. Et en fait là dans ce livre on comprend les rencontres qu'il a fait qui l'ont amené à se mettre en opposition avec les gens de sa classe sociale d'origine et qui l'ont amené à changer de classe sociale. Il va parler des documentalistes qu'il a rencontrés au collège et au lycée. Comme il était homosexuel, il avait pas beaucoup d'amis, il s'isolait beaucoup et donc il s'est rapproché de documentalistes, des femmes qui étaient des femmes du coup de savoir, un peu plus âgées, qui l'ont aidé à mûrir plus vite. Ça plaît ou ça ne plaît pas, il y a des gens qui vont peut-être vraiment mal le prendre et le vivre très violemment de lire un livre pareil parce que les propos d'Édouard Louis, je trouve, restent quand même assez méprisants de sa classe sociale d'origine parce que tout simplement il s'est mis complètement en opposition avec cette classe sociale là et qui sont parfois assez violents à l'encontre de ses proches, notamment de son père. Globalement c'est un livre qui retrace tout son processus de métamorphose, qu'il soit physique par sa dentition qu'il va refaire, par des implantations capillaires, qu'elle soit juridique parce qu'il va changer son nom et son prénom quand même, ce qui est hyper violent. Il change son nom de famille, il n'est plus un Bellegueule, il devient un Louis. Ça va être aussi un changement du coup qui est comportemental dans sa façon de manger, de parler, de se mouvoir, de rire aussi parce qu'il y a toute une partie où il explique à quel point il a dû adapter son rire qui était trop fort, qui était trop tout simplement. Donc il a dû changer son rire et moi c'est une partie, il m'a fait vachement de peine quand même. T'as toute une première partie de son livre qui est adressée à son père et que je trouve très puissante et assez violente. Il va expliquer point par point tout ce qu'il a cherché à fuir. On est sur une ambiance familiale pas top tip top. Il raconte aussi du coup toutes les amitiés. Ça passe par du coup les documentalistes, ça passe par les amitiés brisées, notamment celle avec Elena. Quand il est allé au lycée à Amiens, il a rencontré Elena, donc qui est issue de la petite bourgeoisie d'Amiens, qui lui a permis entre guillemets de s'élever très très vite, où il a vraiment pris des pratiques bourgeoises. Il va se rendre compte d'une vie dont il n'avait absolument aucune idée, des grandes bibliothèque, un piano dans la maison. Il y a un moment dans le livre, c'est la nuit et Edouard rejoint Elena dans sa chambre. Elle lui fait comprendre qu'il faut qu'il apprenne à manger correctement et donc elle va prendre des couverts et lui apprendre à manger. Et je trouve que c'est hyper violent aux personnes bienveillantes aussi qu'il a rencontrées, notamment par exemple la propriétaire du théâtre d'Amiens qui lui a donné sa chance, qui lui a permis de voir des pièces de théâtre. Ensuite il va parler aussi d'une rencontre très importante dans sa vie, c'est la rencontre avec Didier Eribon qui est aussi un sociologue qui a écrit Retour à Reims et qui est également transfuge de classe. Cette rencontre là, elle lui fait se rendre compte qu'en fait il peut pas rester à Amiens parce que c'est pas là qu'il va s'élever au maximum, il faut qu'il aille encore plus haut et du coup il faut qu'il aille à Paris et c'est à partir de ce moment là qu'il y a une rupture dans sa relation avec Elena. Il va y aller de plus en plus souvent, il va aller rencontrer des gens, rencontrer des hommes notamment, des hommes qui vont lui donner de l'argent. Sa vie est paradoxale à ce moment là parce qu'en fait ces hommes là vont lui faire manger dans les meilleurs restaurants de Paris, des palaces etc. Et les lendemains lui il a pas assez d'argent pour se manger des pâtes en fait, donc il doit sauter des repas, il est dans une situation hyper précaire, il a envie de s'élever mais
est sans cesse ramené à sa condition. Je trouve, mais ça c'est mon avis personnel, j'ai l'impression qu'il s'est un peu inspiré de toutes les personnes qu'il a rencontrées et qu'il a copié leur mode de vie. Quand il était avec Elena, il rêvait d'être un petit bourgeois à Amiens, d'aller au théâtre souvent avec elle, de lire les mêmes romans qu'elle, d'être comme elle. Quand il rencontre Didier Ribon, soudainement il rêve d'être écrivain. D'ailleurs il finira par écrire plein de livres, faire des conférences exactement comme Didier Ribon et copier son modèle de vie sur lui. C'est hyper particulier comme façon de voir sa vie. Les dernières pages du bouquin, c'est une sorte d'épilogue où on a l'impression qu'il se rend compte qu'il sera jamais complètement à sa place. Tout ce qu'il a fait pour en arriver là, ça a été des efforts, et pour se maintenir là, ça va être aussi des efforts. Pour continuer à s'élever, ça va être des efforts. On a presque l'impression qu'à un moment donné, il aurait presque eu envie de jamais se rendre compte de sa condition initiale et d'être resté dans la condition où il était à la base, où il aurait pas du coup eu à rompre ce lien avec ses parents, avec ses proches, avec qui bah du coup il a moins de contact aujourd'hui parce que simplement ils ont plus grand chose à se dire, ils ont plus du tout les mêmes modes de vie. Je sais pas, la fin m'a rendue un peu triste. C'est une fin qui m'a un peu travaillée. Quand je vous dis que ça se lit vite, aberrant comme ça se lit rapidement, je l'ai lu en 2 jours. Et encore j'ai fait des pauses et tout parce que sinon j'allais le dégommer en une journée et je voulais pas, je voulais un peu profiter du bouquin quand même. Franchement un livre très puissant je trouve. Pour finir sur Édouard Louis, un tout petit livre, mais alors lui, quand je vous dis qu'il se lit vite, j'avais un train d'1h30, je l'ai fini avant d'arriver. C'est Qui a tué mon père, ça a été adapté en pièce de théâtre en Suisse, au théâtre de la Colline je crois peut-être. De toute façon j'ai pas vu la pièce. Et en fait c'est du coup une sorte de tribune politique et aussi adressée à son père sur la condition ouvrière et aussi l'impact de la politique sur les classes sociales d'en bas. J'ai tellement pas envie d'être méprisante dans la façon dont je parle, j'espère juste que vous prenez pas mal mes propos. C'est un livre qui est très impactant parce qu'il va montrer l'impact de la politique sur le corps de son père notamment, et il va citer les noms, hein. Il y a vraiment des tirades où il cite les prénoms, il cite les noms. T'as le passage du RMI au RSA par Nicolas Sarkozy qui oblige du coup son père à reprendre des emplois précaires et qui viennent lui bousiller le dos alors qu'il a eu un accident de travail, que normalement il est plus censé pouvoir être capable de travailler. Ça montre à quel point les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui font la politique, c'est des personnes qui sont très éduquées, qui sont souvent issues de milieux bourgeois, qui sont restés des bourgeois. C'est de la reproduction sociale pure et dure, ils ont jamais vu comment ça se passe en bas et ils se rendent pas compte de l'impact de certaines politiques qu'ils mettent en place sur les gens en fait. Il y a une phrase qui est hyper violente dans le bouquin: pour son père et sa mère, la politique c'est une question de vie ou de mort. C'est un livre très intéressant qui mêle sociologie et politique, pour le coup assez cinglant. Moi je suis contente qu'il ait cité les noms. Je trouve ça très important qu'on se rende compte en fait de l'impact de certaines mesures réelles. Ça implante ce livre et ses propos dans du concret parce que c'est des mesures qui sont passées et qui ont vraiment eu un impact sur la vie de son père. Bref, c'est vraiment un livre qui se lit très très rapidement. Vraiment je vous le conseille, moi je l'emprunte à Lucas et d'ailleurs faudrait que je lui rende. Ensuite, un livre qui s'appelle Jouissance Club par Dumpla et c'est un livre pédagogique de cartographie du plaisir, seul ou à deux. Elle a un compte Instagram avec plein d'infographies qu'elle partage ou plein de témoignages de gens. Je vais éternuer. Non! Pardon. Elle n'a pas eu peur de s'entourer de personnes qui ont des connaissances qu'elle n'a pas forcément. Elle a fait beaucoup de recherches aussi. Donc il y a toute une partie anatomique où elle va décrire l'intérieur d'une femme, l'intérieur d'un homme. Alors je parle d'hommes et de femmes en tant que sexe, pas en tant que genre. Des gens qui sont biologiquement nés avec un pénis ou des gens qui sont biologiquement nés avec un vagin. C'est un livre très inclusif qui est d'ailleurs écrit en écriture inclusive. Je pense que c'est le premier livre de ma vie que je lis en écriture inclusive. C'est différent, c'est pas forcément différent, moins bien, plus bien. En tout cas bravo à elle d'avoir fait l'effort. Ça doit être assez chronophage de tout écrire en écriture inclusive et de tout relire pour éviter d'oublier certains mots. Donc la personne qui l'a écrite a essayé de le rendre accessible à tout le monde, peu importe ton sexe, peu importe ton genre, peu importe ton orientation sexuelle. Elle va parler des personnes ayant un pénis comme de machin et des personnes ayant une vulve comme de bidule, comme ça. Elle inclut tout le monde, c'est très intéressant. Moi j'ai appris des choses et c'est toujours très agréable quand un bouquin t'apprend des choses. Et ensuite il y a toute une partie sur comment se donner du plaisir seul ou à deux. Et donc là ça va être des infographies avec des positions, bien qu'il y ait des choses qui soient un peu rocambolesques, chacun son délire, tout le monde n'est pas obligé de tout essayer, hein, on va pas se mentir. Il y a des choses moi qui m'ont fait bien rire, il y a un truc qui s'appelle coup de nez, tu pénètres la personne avec ton nez, moi ça m'a fait rire. Du coup il y a toute une partie sur le plaisir qu'on peut donner à une personne qui a un pénis, le plaisir qu'on peut donner à une personne qui a un vagin et le plaisir qu'on peut se donner communément puisque nous avons tous un anus, un rectum et tout le bordel. Du coup j'ai trouvé ce livre très intéressant et très instructif. Je le conseillerais peut-être pas à tout le monde, moi je sais que si j'avais lu ça à 13-14 ans, j'aurais de 1 rien pigé et de 2 peut-être été un petit peu surprise ou choquée et ça m'aurait peut-être pas permis de découvrir ma sexualité de la même manière. J'aurais peut-être voulu sauter des étapes, je conseillerais peut-être ça aux personnes qui ont déjà une vie sexuelle. Si vous voulez vous éclater au lit avec votre partenaire, peu importe son sexe, son genre, son âge, éclatez-vous, ce livre-là va vous donner plein d'idées. Ensuite, les films, j'en ai vu pas mal. Oh, il n'y en a que 3 que je vais vous présenter même si j'en ai vu bien plus ce mois-ci puisque je me suis en même temps refait tous les Marvel. Et ah ouais, les Marvel mais...
iconique. Si vous en avez jamais vu, vraiment lancez-vous. J'aime trop la façon dont tout l'univers est relié, dont les personnages s'invitent mutuellement dans les films les uns des autres. Je trouve que c'est des films qui sont quand même hyper humoristiques. C'est pas leur but premier, mais dans la façon dont les dialogues sont construits, je trouve ça très drôle. Moi c'est vraiment des films qui me font beaucoup rire. Top top top. Avant de passer à la suite, je suis allée voir Spider-Man. Il fallait que je vous en parle. Me connaissant, le prochain bilan culturel sera dans plusieurs mois. Je suis donc allée voir le dernier Spider-Man, Spider-Man No Way Home, et j'ai été bluffée par le film. Pour l'instant ça va être une critique qui essaye de ne pas spoiler évidemment. Après je vais faire une critique avec des spoils et je vous mettrai le timecode pour que vous puissiez le passer si vous n'avez toujours pas vu le film. Je trouve que le film rentre très bien dans l'univers du MCU. Il y a ce même humour, il y a des scènes épiques. C'est des films de super-héros donc comme d'habitude il y a des scènes épiques. Il n'y a pas de scènes mémorables, enfin si en termes d'émotions qui sont transmises, mais pas en termes de scénographie. À part un moment où, si vous avez vu Doctor Strange, je pense que vous voyez à peu près quand on est dans des univers miroirs, très impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y en a beaucoup aussi dans le dernier Spider-Man et c'est très impressionnant visuellement. C'est très beau, les couleurs etc. C'est pas cinématographiquement le film de l'année. Par contre en termes de scénario, de jeu d'acteurs, d'intrigue etc. là il est vraiment très intéressant. C'est un film qui je pense mérite d'être vu vraiment, surtout si vous êtes un fan des Spider-Man en général. Moi je suis absolument fan de Tom Holland, si vous ne le savez pas j'ai un énorme crush sur cette personne et je l'ai trouvé très intense dans le film. Maintenant la critique avec des spoils, comment ne pas parler du fait qu'il y ait Tobey et Andrew qui sont incroyables dans le rôle de Spider-Man et c'est un vrai plaisir de les retrouver dans ce rôle là. Moi j'ai grandi avec ceux d'Andrew Garfield en fait plutôt. Tobey Maguire c'était vraiment quand j'étais plus jeune donc je les avais vus, je me rendais pas encore trop compte de l'essence de Spider-Man et moi c'est vraiment pendant mon adolescence ceux avec Andrew qui sont sortis qui m'ont complètement piqué, j'étais complètement amoureuse d'Andrew Garfield. Ça m'a fait trop plaisir de revoir du coup ces personnages là, de découvrir un peu comment ils avaient évolué aussi, de voir que Tobey était devenu quelqu'un de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus positif, beaucoup plus calme et qu'à l'inverse Andrew était devenu un peu plus aigri, un peu plus amer suite à la perte de sa petite amie, la personne qu'il aimait le plus. J'ai trouvé ça très triste que Peter Parker de Tom Holland soit celui qui perde tout. J'ai trouvé ça vraiment sévère. Pour moi les Spider-Man c'est déjà des personnages qui perdent tout. Je trouve que les blessures du Spider-Man de Tom Holland elles sont vraiment violentes parce que ça reste un ado en fait. Captain America etc ce sont des adultes, c'est des gens qui ont déjà vu des choses, qui ont accepté ce rôle de super-héros. Le jeune Spider-Man de Marvel ça reste un adolescent qui veut faire des choses bien mais il finit par perdre sa tante, par se faire oublier de ses amis. Il a plus de famille, plus d'amis, plus aucun passé parce qu'il n'existe plus et j'ai vraiment trouvé ça hyper violent comme fin. Ça m'a vraiment brisé le cœur, j'étais complètement en larmes. Déjà à partir de la mort de May, moi j'étais en larmes, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans ce film et donc t'as des moments qui sont beaucoup plus relâchés avec notamment l'alchimie entre les trois Spider-Man vers la fin. J'ai peut-être été un peu déçue qu'ils arrivent si tard dans le film, j'aurais préféré peut-être qu'ils arrivent un peu plus tôt, qu'on ait le temps de développer vraiment l'alchimie entre les trois Spider-Man. J'ai été vraiment émotionnellement très impactée par ce film. Je vous le conseille à 300% si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez quand même voulu regarder cette phase de spoil. C'était un petit interlude. Bisous. Parenthèse Marvel close. J'ai vu un film que je n'avais jamais vu, Monsieur et Madame Smith, donc avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est dans ce tournage là qu'ils se sont rencontrés? C'est deux personnes qui sont mariées, voilà, qui sont en thérapie de couple. Comme ça que ça commence, leur petit récit. Il y a des non-dits dans leur relation, voilà, il y a des non-dits. Ils vont dans une petite thérapie parce que bon bah voilà, ça ne se passe pas très bien. Puis les non-dits en fait c'est parce qu'ils sont tous les deux agents secrets. Voilà, et du coup bah forcément comme ils ont des identités secrètes, ils savent pas qu'ils sont tous les deux agents secrets. Et en plus ils travaillent pas pour la même boîte. Visiblement ils sont pas hyper amis les uns les autres, ils sont censés s'éliminer l'un l'autre, mais l'amour passe au-dessus. Ils peuvent pas se tuer, ça finit en grosse course poursuite où tout le monde veut leur mort, c'est le bazar. J'ai bien aimé, voilà c'est un film d'action, pas prise de tête, on sent l'amour et l'alchimie entre Angelina Jolie et Brad Pitt avant qu'ils se tapent dessus et qu'ils se séparent, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dedans, enfin moi j'ai passé un super moment. Ensuite j'ai vu un film très cool Netflix qui s'appelle Enola Holmes, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes et de Mycroft. J'ai failli l'appeler Microsoft. Ah, Enola Holmes 2, il y en aura un deuxième. On apprend des choses. L'histoire du coup de cette petite Enola Holmes qui vit avec sa maman. Un jour elle se réveille et puis elle a plus sa maman en fait. Surprise, elle est partie, let's go. C'est pas trop où, on sait pas trop pourquoi. Elle appelle évidemment son grand frère à la rescousse. Hello, toi qui es le meilleur détective, reviens retrouver ma mère. Ils viennent tous les deux avec son frère du coup Mycroft. Et alors quand Mycroft arrive à la maison, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Comment notre mère a élevé notre sœur? Ça va pas du tout être une femme digne de la société. On va te mettre dans un internat et on va faire de toi une vraie petite madame de la société. C'est une autre époque, c'est une autre époque. Et Nola elle est pas hyper d'accord avec cette idée. Elle commence à faire sa petite enquête toute seule et puis elle se rend compte que sa mère elle a laissé des petits indices par-ci par-là. Elle comprend qu'en fait sa mère lui a laissé les clés pour la retrouver. Et donc Enola Holmes elle se dit attends, y a pas que Sherlock qui est un beau gosse, moi je peux retrouver ma mère. Et donc elle part à Londres pour retrouver sa maman. Elle se travestit en petit garçon. Sur sa route elle croise un jeune vicomte, Tewkesbury, en détresse, qui est poursuivi par des gens pas très sympas. Elle va lui sauver la vie et ils vont devenir très copains.
copain. Sherlock Holmes essaie de retrouver sa sœur puisque du coup entre temps ils l'ont perdu. La fille elle s'est barrée. Tout un petit film d'enquête et qui je trouve est assez féministe. Nola elle a pas du tout envie d'être une petite fille de société. Elle a envie de faire ce qui lui plaît. C'est une femme forte, qui est indépendante, qui sait se battre, qui est hyper rusée. C'est vrai que parfois le trait féministe est un petit peu trop marqué dans l'histoire. Ça aurait été bien parfois s'il était un peu plus subtil. Je pense que Enola Holmes ça peut être une source d'inspiration pour des filles qui sont un peu plus jeunes par exemple. Pour une fois ça fait du bien que ce soit la fille qui sauve le garçon en détresse. Je suis allée voir Encanto au cinéma, dernier Disney qui est sorti, que j'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup rappelé Coco dans les couleurs, le style d'animation, dans la musique, le rythme, etc. Et aussi en fait dans le thème abordé, aussi le thème de la famille, il y a aussi beaucoup de musique. Encanto, si j'ai une petite critique à faire, c'est quand même presque une comédie musicale. Il y a trop de chansons, il y a plus de chansons que de dialogues j'ai l'impression. Ça devient un peu trop parfois, t'as vraiment 2 lignes de dialogue entre une chanson et une autre. Je suis là pour voir un dessin animé, pas pour voir une comédie musicale. J'aurais regardé High School Musical quoi. Mais sinon l'univers est très chouette. L'histoire de la famille Madrigal. La grand-mère a perdu son mari lors d'une fuite contre des gens qui étaient pas très gentils, qui étaient en train de brûler et piller leur village, pas sur une ambiance top. Et donc elle a fui avec ses 3 enfants. Elle a perdu du coup son mari qui a essayé de les défendre et ralentir l'arrivée des ravisseurs. Elle a reçu un miracle. La bougie qu'elle tenait dans la main est devenue une bougie magique qui a fondé en fait une maison pour les protéger. Et cette maison, elle vit. Et alors ça c'est trop stylé. Moi j'en rêve la nuit. C'est trop cool d'aller les lattes de parquet qui ramènent tes chaussures à tes pieds. Arrivé à un certain âge, chaque enfant reçoit un pouvoir par la maison. Mirabelle qui est le personnage principal. On sait pas trop pourquoi, mais elle en a pas eu. Voilà, sa sœur elle peut soulever des montagnes, son autre sœur elle fait pousser plein de fleurs. Mais elle a pas eu grand chose. Elle a l'impression du coup de pas être spéciale. Et quand il va arriver un problème dans la maison, elle va voir ça comme l'occasion de pouvoir prouver à sa grand-mère qu'elle est digne d'être une madrigale. Et donc elle va se mettre en quête pour trouver la raison de pourquoi cette flamme est en danger. C'est un très beau film qui a une très jolie morale, qui rappelle l'importance de la famille. Ensuite, niveau série j'en ai regardé qu'une. J'ai commencé Gossip Girl, je suis au milieu de la 3ème saison. J'adore. Je m'attendais pas à autant aimer. Chercher une petite série, pas trop prise de tête, à regarder comme ça un peu en fond. Mais j'ai été happée par le truc. Je vous avoue, je l'ai pas vu venir ça. J'adore les gossips. C'est un monde que je connais pas du tout. Là, c'est même plus la bourgeoisie. C'est vraiment les ultra riches de Manhattan. Pour se faire plaisir, ils prennent un jet puis ils vont au Brésil. Ils ont des hélicoptères, ils ont des avions, ils ont des appartements. T'as peur. Tout ça, c'est des problématiques que je connais pas du tout. Toute l'idée de hiérarchie qui se trouve dans ces lycées-là, qui est abordée avec Blair, qui est du coup la reine de l'école. T'as évidemment l'histoire d'amour avec Blair et Chuck. Je pense que je vous spoil pas si je vous dis ça, parce que c'est absolument all over internet depuis des décennies. L'amour parfait, une relation plus toxique, tu meurs. Comme toutes les petites nanas en détresse, pas originales. Moi, le gros bad boy, il me fait ce qu'il veut. L'acteur est accusé de violence sur les femmes et de viol. Let's go! Du coup, le personnage de Chuck me fait ce qu'il veut, l'acteur un peu moins. Il y a des personnages qui m'énervent. Serena, elle commence à me taper sur le système, à être aussi gentille, aussi douce et aussi machin. J'ai rien contre les gens très doux et qui ont bon fond, parce que moi j'en fais partie, je suis hyper naïve, hyper douce. Du coup, j'ai pris du recul sur ma personne et je comprends pourquoi les gens me trouvent chiante. Non mais la meuf, tu lui fais 18 crasses et elle continue à être là, mais Blair, t'es ma meilleure copine. Non, à un moment donné, il faut pas être complètement con non plus. Elle est vraiment bête. Il y a pas une saison où elles sont pas des énormes crasses impardonnables quoi. Blair, personnage plus toxique, tu chiales. Elle a un problème de confiance en elle, cette meuf. Cette série, j'adore, je suis complètement hypée. J'en parle avec passion. Je pensais pas être autant hypée par une série hyper teenage. J'ai eu du mal à me mettre dedans, on va pas se mentir. Les premiers épisodes de la saison 1, j'étais en mode très cucu. C'est la nana hyper ultra riche qui tombe amoureuse du mec pas d'en bas, on va pas mentir. Son père est propriétaire d'un appartement à Brooklyn. Vous savez, le prix d'un appartement à Brooklyn bénéficie quand même d'une bourse pour être dans le lycée où il est. Les prix de l'éducation aux États-Unis, c'est pas gratuit. C'est un peu ouais le mec d'en bas qui tombe amoureux de la meuf d'en haut et la meuf d'en haut qui va essayer d'inclure le mec d'en bas dans sa société très haute. Mais non, je suis complètement hypée, je vais continuer. Je pense que je vais me mater les 6 saisons. Vous aurez du coup une review globale au bilan prochain. Ensuite, une nouvelle catégorie qui apparaît sur ces bilans culturels. Oh my god, du renouveau. Je suis allée au théâtre parce que c'était gratuit. Mon meilleur ami a commencé son alternance au théâtre de la Bastille en communication là-bas. Il a le droit d'aller voir certains spectacles. Quand il veut en plus un et que la salle n'est pas complète, il obtient 2 billets. Et donc je suis allée 2 fois au théâtre et c'est des pratiques qui sont pas du tout mes pratiques à la base. Moi-même, je serais pas allée au théâtre, je regarde pas les programmations de théâtre. Finalement, c'est quand même très intéressant. C'est des choses différentes de ce dont j'ai l'habitude. Après, je sais pas si ça va vraiment rentrer dans mes pratiques. Je suis hyper curieuse, j'aime bien découvrir plein de nouveaux trucs. Quand Lulu m'a proposé de m'emmener au théâtre, moi j'ai pas du tout dit non. Donc la première pièce que j'ai vue, c'était The Notebook, qui est adapté d'un roman d'Agota Christophe. Ces 2 jumeaux pendant la guerre, leur papa part au front, leur mère les laisse chez leur grand-mère. En gros, si vous voulez la pièce de théâtre, je ne vais pas vous mentir, parce que moi j'étais en mode oh my god, ça va vraiment être
plus de 2 heures comme ça et je ne mens pas, c'était 2 mecs qui étaient face à nous, assis sur des chaises et qui lisaient. Et de temps en temps, ils se levaient entre les changements de chapitres et déplaçaient leurs chaises. Parfois, ils se mettaient debout. Donc en termes de scénographie, moi j'ai pas trouvé ça passionnant. Par contre, ce qu'ils racontaient était très très cool. Ils ont lu le livre pendant les 2 heures, chacun l'un des jumeaux. Parfois, ils parlaient à l'unisson. Évidemment, il y avait beaucoup de travail sur la façon dont ils posaient leur voix pour être des petits enfants, sachant que c'était 2 grands monsieur. Parfois, ils parlaient avec des petites voix fluides comme ça. C'est du coup une pièce qui est pas forcément hyper accessible parce que on peut vite s'emmerder. Surtout que c'est un livre en anglais. Pendant 2h20, ils ont lu en anglais. C'était surtitré en français. Je vais pas beaucoup au théâtre. Je ne savais pas qu'un spectacle pouvait être surtitré. Ils vont projeter des trucs sur le mur derrière les comédiens un peu au-dessus. Ce qui m'a un peu déboussolée avec cette pièce, c'est que c'était 2 enfants qui racontent la guerre. Leur mère explose devant eux, ils perdent leur grand-mère. Il y avait pas d'émotion dans leur récit, mais genre aucun. Ils décrivaient des faits. Ils décrivaient que leur voisine a commis des actes de zoophilie dans un champ. Ils décrivent des viols et tout. Je t'en mode oula, non. Et c'est toujours très factuel. Ils ne mettent aucune émotion. Et ça, on le comprend au bout de 30 minutes sur la pièce de théâtre où ils sont en train de lire le livre et on arrive au moment où ils commencent la rédaction de ce livre et on comprend que c'est le journal de ces 2 petits garçons et ils énoncent la règle qu'ils ne doivent décrire que des faits, qu'ils ne doivent mettre aucune émotion dans leur récit pour que ça reste factuel au possible. Et ils décrivent la guerre mais de manière du coup très froide. C'est perturbant. Je sais pas si je vous la recommanderais parce que vraiment je ne sais toujours pas quoi en penser des mois après. Pour moi le théâtre c'était quand même vachement joué, il y avait une scénographie, il y avait un travail sur les lumières, sur les sons. Bah, pas du tout. Cette pièce là, pas du tout. 2 chaises, 2 mecs, un livre, des surtitres. Je suis allée voir une autre pièce, celle-ci j'ai vraiment bien aimé, qui s'appelle Un vivant passe d'après Claude Lanzmann, adapté par Nicolas Bouchot. Pour ceux qui ne connaissent pas Claude Lanzmann, vous connaissez sûrement au moins de nom le film Shoah, qui est un film très connu parce que c'est un film qui dure 9 heures. Il a pris 11 ans à être filmé, travaillé, monté, etc. Ça a été un travail phénoménal. C'est un film qui retrace l'histoire de la Shoah à travers des documentaires, des interviews. Et il y a un film tiré de rushs qu'ils n'ont pas mis dans ce film-là, qui s'appelle Un vivant qui passe, qui est une interview. J'ai pas envie de me tromper dans les noms parce que je parle de faits historiques. Claude Lanzmann qui a été interviewé Maurice Rossel sur le ghetto de transit vers Auschwitz et Treblinka qui s'appelle Theresienstadt. C'est écrit Maurice Rossel, un monsieur qui travaillait pour la Croix-Rouge. Et donc si vous ne le saviez pas, pendant la guerre, il y avait des gens de chaque pays qui allaient visiter entre guillemets les camps de prisonniers les uns des autres pour voir les conditions de détention des prisonniers de guerre. Maurice Rossel c'était une personne qui faisait ça et en fait il a été à Theresienstadt et il a fait un rapport très positif. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'on a su ensuite, c'est que ce camp là c'était un camp où tout était mis en scène. Quand les gens venaient pour voir comment ça se passait, ils tombaient sur un décor idyllique avec des gens qui avaient une petite vie tranquille dans des conditions d'hygiène bien, alors qu'en fait c'était des gens qui étaient absolument terrorisés, qu'on manipulait comme des marionnettes pour montrer qu'on s'occupait bien d'eux. Cette pièce de théâtre là était adaptée de ce film et d'autres rushs de l'interview qui n'ont pas été mis dans ce film pour reproduire cette interview. Ce jeune homme qui va interviewer ce vieux monsieur qui avait fait ce rapport hyper positif et qui va essayer de comprendre pourquoi, dans quelle mesure il était au courant ou non des choses. Et j'ai trouvé cette pièce hyper intéressante, hyper bien construite. Il y avait un décor pour le coup, il y a des passages que j'ai toujours pas compris où d'un coup ils se mettent à danser et chanter. J'ai passé un bon moment. C'est relatif parce qu'il parle de trucs hyper violents, j'étais pas toujours hyper à l'aise. Un spectacle que je pourrais vous recommander si un jour vous avez l'occasion de le voir. Et Un vivant qui passe, c'est une expression que le monsieur qui se faisait interviewer a dit. Il a été dans l'un des camps de concentration. Il a vu du coup des gens dans des situations presque cadavériques, des gens qui étaient pas très bien nourris, qui étaient parfois malades. À un moment donné, il dit cette expression qui est d'une violence inouïe je trouve, où il dit en fait dans ce camp j'avais l'impression d'être un vivant qui passe. Comme si toutes ces personnes là en fait elles étaient déjà en partie mortes. Je trouve qu'elle résume très bien du coup les conditions de détention des gens dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était mes 2 revues du théâtre. Je sais pas s'il y aura souvent du théâtre parce que bon je vais pas non plus aller au théâtre toutes les semaines, mais vu que j'y vais assez gratuitement ça va sûrement devenir une catégorie qui va se pérenniser dans ces bilans culturels au moins cette année, où de temps en temps je vous parlerai d'une pièce que j'ai bien aimée. Et ensuite les podcasts, j'ai des podcasts à vous faire découvrir. Alors il faut savoir que je suis toujours autant fan des podcasts très courts de culture générale, style Mourir moins con, Choses à savoir, Histoire, Culture G. J'avais pas capté que Hugo Décrypte mettait ses vidéos YouTube aussi sur Spotify du coup en podcast. J'écoute les actus du jour d'Hugo Décrypte, mon petit truc de la journée pour me tenir informée en même pas 10 minutes, des gros trucs qui se passent dans la journée et aussi parfois de l'évolution de certaines situations. Évidemment toujours mon podcast préféré, c'est le seul podcast qui ne m'a jamais déçu, L'heure du monde. Là ils ont sorti des épisodes dans le Covid, sur QAnon qui est hyper intéressant. Il y a eu un épisode sur la contraception masculine, on n'en parle pas assez, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont mises en place. On se rend compte que même au niveau médical tu te prends des bâtons dans les roues. Et il y a aussi un épisode sur les enfants intersexes. Je ne connaissais pas du tout cette problématique, donc j'ai trouvé cet épisode très intéressant, je vous le recommande. Et ensuite un autre podcast que j'ai découvert et que j'ai trouvé très chouette, ça m'a étonnée que je sois hypée dedans
temps parce que vous l'avez déjà dit, mais j'ai du mal avec les podcasts qui sont trop longs. Et là parfois c'est des épisodes de plus d'1 heure. Ça s'appelle Tous Parano et c'est sur les théories du complot. Tellement pas un terrain sur lequel on m'attendait. Il faut savoir que j'aime bien les trucs glauques, les enquêtes criminelles, les histoires de meurtres, les histoires de complots, etc. Je suis pas du tout complotiste. La terre est ronde, il y a pas de problème. Mais je trouve ça hyper intéressant, ces théories-là, la façon dont ça peut impacter la vie des gens. Et je trouve que c'est un très bon podcast qui est du coup un peu informatif parce que c'est des théories qui existent et qui impactent la vie de vraies personnes. Je trouve qu'il y a un vrai storytelling. Tu es vite happé par l'épisode. Des épisodes qui sont explicatifs des théories des complots. C'est pas du tout quelque chose dans le but de vous faire être complotiste. Je pense qu'on a fait le tour de ce bilan culturel. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à la liker, la commenter et la partager. Bien sûr, à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains bilans culturels. Et si vous voulez me suivre au quotidien, ce sera sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. On se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine et un prochain bilan culturel le mois prochain ou celui d'après. On ne sait jamais trop quand ils sont filmés, cela c'est un petit peu la surprise. Merci beaucoup de me suivre, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.